Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je tiens à remercier Jean-Marc et toute l'équipe de ce festival Climax pour l'organisation et les lieux magnifiques dans lesquels on se trouve. Alors, le thème du jour, c'est quel nouveau contrat social avec le vivant. Pour introduire ce débat, je ne vais pas vous rappeler les chiffres ou vous rappeler. J'imagine que hier, on a déjà abordé la question. Tout ce qui s'est passé cet été en tant que phénomène météorologique extrême nous prouve bien qu'on n'est plus dans le stade du constat sur l'urgence climatique, mais on est déjà dans le stade d'après, dans le basculement climatique, et on passe du stade du constat au stade vraiment de la catastrophe climatique en cours. La démission fracassante de Nicolas Hulot, j'imagine qu'elle a été abordée aussi plusieurs fois dans ce débat, mais moi j'aimerais juste introduire le débat là-dessus, parce que j'imagine que dans cette salle, la plupart des gens l'ont entendu, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans son intervention, alors beaucoup de journalistes ont glosé sur les états d'âme de la personne, mais je crois qu'au-delà de ça, ce qui est très important dans ce qu'a dit Nicolas Hulot, c'est le fait que les petits pas, aujourd'hui, face à l'urgence climatique et l'urgence écologique en cours, ne sont pas suffisants. C'est-à-dire que le changement de comportement individuel n'est pas suffisant s'il n'y a pas non plus un changement de comportement collectif et de nouvelles politiques qui sont mises en place par les pouvoirs publics, par les entreprises, par les grandes structures sociétales, et que l'individu seul ne peut pas changer les choses si ce n'est pas accompagné de vraies politiques publiques qui accompagnent ce changement. Et que ça vienne de Nicolas Hulot, qui jusqu'à présent était quelqu'un qui travaillait avec toutes les forces politiques et qui ne croyait pas au grand soir révolutionnaire de la révolution écologique, mais qui croyait aux petits pas, que lui dise ça nous montre bien qu'on a changé d'air et qu'il est grand temps, ça c'est pour reprendre parce qu'on a la chance d'avoir Aurélien Barraud, notamment avec nous aujourd'hui, qui a lancé ce fameux appel des 200 personnalités en faveur du climat, dans lequel il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est très simple, qui dit que sur cette question, il est temps d'être sérieux. Donc il est grand temps d'être sérieux. Et ce que nous a montré Nicolas Hulot, c'est que puisque les changements individuels ne suffisent pas s'ils ne sont pas couplés avec des changements collectifs, il s'agit vraiment d'envisager quel nouveau contrat social on peut avoir avec le vivant. Là, moi, j'aimerais juste ajouter un aspect qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que je ne me suis pas présenté, mais je m'appelle donc Benjamin Joyeux, je suis journaliste et je suis cofondateur du Rassemblement des écologistes pour le vivant avec Émeric Caron, qui est un nouveau parti politique qu'on a lancé pour mettre sur la table du débat politique la question de la cause animale, qui est une question, qui est une vraie vague de fond aujourd'hui dans la société. On voit émerger les mouvements véganes et végétariens. Et là aussi, au-delà du développement personnel ou des choix personnels des individus vis-à-vis de l'assiette, je crois que l'assiette aujourd'hui est un véritable espace politique dont il faut débattre de façon collective. Et la cause animale, juste quelques chiffres, je vous avais dit que je n'allais pas dire de chiffres, mais 65 milliards d'animaux terrestres, 1000 milliards d'animaux marins massacrés chaque année juste pour notre alimentation à nous en tant qu'espèce humaine. Dans toute l'histoire de l'humanité et de toute l'histoire terrestre, jamais aucune espèce ne s'est comportée comme ça. Et imaginez que toute cette mort sur la biosphère ne puisse pas avoir d'impact sur notre propre santé et sur nous-mêmes, c'est totalement fou. Donc c'est pour ça qu'on a fondé cette question, et j'aimerais bien aussi que nos 4 intervenants du jour abordent aussi la question de la cause animale, qui est, à mon avis, au centre de ce débat qu'on doit avoir sur un nouveau contrat social avec le vivant. Donc j'en termine là pour les propos introductifs. Je vous présente juste les 4 intervenants. Donc il y a Pascal Pic qui va commencer par introduire le débat, célèbre anthropologue qu'on ne présente plus. Puis ce sera dans l'ordre Aurélien Barraud, astrophysicien, qui pourra nous donner un point de vue scientifique sur cette question. Puis Virginie Maris, qui est philosophe, qui pourra nous donner son point de vue philosophique sur la question, pour finir par des propositions juridiques concrètes avec Nicolas Blin. Donc Pascal, c'est à toi, merci. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Alors, évidemment, je suis très heureux d'être là. Je devais faire l'ouverture de Climax, et puis on m'a dit, tiens, il y a un film sur les chimpanzés qui passe en ce moment, ça serait bien que tu viennes. Et on m'a mis sur ce débat qui m'a conduit quand même à travailler un petit peu sur ces questions. Il y a une philosophe, il y a des scientifiques et les anthropologues, donc c'est un petit peu le rôle qui sera le mien et qui correspond à mon métier. Dès qu'on touche à la question du contrat naturel, on pénètre un sujet de philosophie majeur qui remonte à plus de 2000 ans, voire plus d'ailleurs, et c'est pas là qu'on va évidemment le traiter. Et dès qu'on parle de contrat social ou de contrat naturel,
ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, dans les deux cas, il est question de la nature et de l'homme. Et il y a bien les travaux de Jean-Jacques Rousseau, bien évidemment, et plus récemment, les travaux de Michel Serres, donc sur le contrat social, qui, lorsque ça a été publié, ont soulevé énormément de polémiques. Seulement, il y a un problème. Dans le cadre de ces recherches, de ces réflexions autour du droit, de la nature et de l'homme, il y a l'interrogation de ce qu'est véritablement l'homme. Et nous sommes les héritiers, on en a parlé, vous l'avez écouté certainement pour celles et ceux qui étaient là dans le débat précédent, nous sommes quand même sur un héritage philosophique et même ontologique, hein, parce qu'il n'y a pas que la philosophie dans cette affaire-là, il y a aussi des représentations du monde, et là on est dans l'anthropologie, qui sont profondément enracinées. Je fais référence aux travaux du professeur Philippe Descola du Collège de France. Sachez que nos ontologies fondamentales, l'ontologie c'est cette partie de la métaphysique qui s'occupe du sens que nous donnons à notre vie et le sens de la vie, et ces ontologies, ces éléments fondamentaux, eh bien, remontent à plus de 10 000 ans. Donc il y a un travail énorme, et ça le Collège de France le fait assez bien, de déconstruction au sens positif du terme, bien sûr, de comprendre d'où viennent ces racines profondes qui percolent dans la philosophie, dans la politique, on vient d'en parler, mais également en sciences. Nous reproduisons des schémas comme ça, et ce qu'on appelle dans le champ des théories de l'évolution la mémétique de Richard Dawkins, c'est-à-dire comment des éléments de pensée constitutifs se diffusent comme ça ou pas à travers les esprits, les populations et les cultures, et ça c'est un travail extrêmement important. La chose qui m'a surprise en préparant cette courte intervention, c'est que dès qu'on parle de droit, arrive la question, quels sont les objets et les sujets de droit ? Et ce qui est extrêmement troublant lorsqu'on pense à Rousseau et à Voltaire, qui n'étaient pas tout à fait les meilleurs amis du monde, en tout cas d'un point de vue philosophique, sauf au départ, c'est que dès qu'on touche à la question du droit, on est immédiatement sur l'exclusion. Qui a le droit de donner des droits? Qui est l'objet ou le sujet de droit? Or, je rappelle, en tant qu'anthropologue, ça me chagrine, que Jean-Jacques Rousseau et Voltaire étaient plutôt sexistes et racistes. Donc, même les plus grands esprits qui sont au cœur des Lumières et qui ont quand même nourri pas mal l'histoire des droits depuis 2 siècles, parce qu'on pensait que l'affaire était terminée avec les droits de l'homme et du citoyen, les femmes en savent quelque chose. Je rappelle qu'en France, les femmes n'ont jamais eu de droit de vote voté par une assemblée. C'est un décret. C'est un décret. Ça n'a jamais été voté par l'Assemblée. Donc, on mesure tout de même qu'à partir de là, lorsqu'il s'agit d'étendre cette question-là, comme essaie de faire Michel Serres, donc dans son essai « Le contrat naturel », en 1990, je crois que c'était publié en 1990, on l'a un petit peu vite oublié d'ailleurs, et il y a eu des réactions très fortes, comme celle de Luc Ferry, par exemple, dans le Nouvel Ordre écologique. Donc cette question-là est très complexe, et lorsque déjà on s'aperçoit qu'au sein du genre humain, enfin de l'espèce Homo sapiens, parce qu'il n'y a qu'une seule espèce sur la Terre, ce sujet, même chez les protagonistes de cela, nourrit de l'exclusion, eh bien, Michel Serres, quand même, apporte quelque chose de nouveau en 1990, c'est-à-dire que lui, il propose effectivement un droit qui est, lui, plus inclusif plutôt qu'exclusif par rapport à ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Sauf que la pensée de Michel Serres est assez complexe. Comment légitimer cela? Évidemment, Jean-Jacques Rousseau avait très bien soulevé le fait que c'est très bien de parler d'un contrat social ou du contrat naturel, mais il disait quel était l'homme des origines, des commencements. Alors, attention, c'est une figure donc, de rhétorique, cette affaire-là. L'homme sauvage, il ne le connaît pas du tout, il ne sait pas du tout ce que c'est. Mais aujourd'hui, en effet, Claude Lévi-Strauss aura un rôle important dans cette affaire-là. Il rappelle dans l'anthropologie structurale numéro 2, publié en 1973, que d'abord le concept d'animal n'a jamais été défini en philosophie. Le concept d'animal est un concept d'exclusion. Est animal ce que n'est pas l'homme, et l'homme qui est exclusivement sujet de droit. Il faut le rappeler. C'est très difficile de citer Claude Lévi-Strauss par cœur, en tout cas moi je n'y arrive pas, mais il est très clair que dans ce texte, il dit très clairement que le concept d'animal a été celui qui, de plus en plus, au fil des siècles, depuis l'énonciation des droits de l'homme et du citoyen,
n'a été qu'une entreprise d'exclusion qui, petit à petit, s'est limitée à ce qu'ils appellent l'humanisme bourgeois, donc à l'homme blanc occidental. Ça fait combien de temps qu'on est sur les droits aux États-Unis, les droits des minorités, les droits des femmes? Quand même, il s'est passé beaucoup de temps et vous savez qu'aujourd'hui, c'est loin d'être acquis. Donc déjà, au sein de notre espèce, c'est très compliqué cette affaire-là. Évidemment, aujourd'hui, et Claude Lévi-Strauss l'a bien compris, il cite une chose d'ailleurs de Rousseau qui est très intéressante, et à propos des grands singes. Il dit, Jean-Jacques Rousseau fait le pari de ne pas exclure les grands singes qu'on connaissait à peine à l'époque, du genre humain, au risque d'exclure. Donc il y a des contradictions quand même comme ça chez Rousseau, entre les femmes, les diversités, les Hottentots, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont pris, ces peuples Hottentots, les Bushman également, et puis voilà, il y a quand même cette ouverture. Donc tout ça est riche d'ambiguïtés, malheureusement, qui sont loin d'être clarifiées aujourd'hui. Maintenant, la proposition de Michel Serres est de se dire, voilà, comment les sciences peuvent apporter des éléments concrets sur l'évolution du droit par rapport à cela. Mon propos n'est pas de dire que les sciences doivent dire le droit. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais comment les connaissances peuvent contribuer à reposer ces questions du droit naturel ou du droit du contrat social et du contrat naturel. Aujourd'hui, il est très clair que nous sortons de situations qui a été très mal comprise, notamment du rapport du progrès à la nature. Voltaire, en 1755, et c'est repris dans Candide l'année suivante, il évoque le tremblement de terre de Lisbonne, qui était une catastrophe terrible pour l'Europe. Parce que le progrès se met en place. Lisbonne était une ville flamboyante, évidemment, et cet événement, cette catastrophe naturelle, évidemment, détruit la ville. Eh bien, vous remarquerez, chers amis, que dans tous les récits sur le progrès, et même l'humanisme, les deux sont liés, parce que l'humanisme, c'est quoi? C'est l'homme qui s'affranchit de sa condition naturelle ou de création pour s'émanciper et améliorer sa condition. Et bien, vous remarquerez qu'il n'y a jamais la nature, et notamment d'envisager les catastrophes naturelles. Et quand il y a un événement naturel, on dit la nature se venge ou qu'elle est méchante. Ce qui est complètement aberrant parce qu'elle n'a aucune conscience par rapport à cela. Et donc, en fait, l'idée de nature et de ses actions sur le devenir de l'humanité a toujours été ou négligée ou quelque chose qui va à l'encontre du progrès de l'humanité. Et ça, effectivement, il va falloir repenser cette question-là. Maintenant, que sait-on d'un point de vue anthropologique maintenant dans ma discipline? C'est qu'en effet, il y a eu une coévolution. C'est le terme, c'est coévolution. Parce que le terme d'évolution, justement, est plombé. L'évolution, c'est-à-dire qu'il y a un but et que l'homme va s'en affranchir. Non, c'est la coévolution. Tel que vous êtes là, 80% des organismes qui sont dans votre corps ne sont pas à vous, ce qu'on appelle le microbiote et le microbiome. Ça vous semble banal, cette affaire-là. Mais la médecine, jusqu'à il y a encore 30 ans, c'était éradiquer, faire de l'asepsie, et aujourd'hui, on est en train de payer un retour de bâton à cette affaire-là. Donc nous continuons à coévoluer avec les organismes et les micro-organismes. Deuxièmement, nous sommes aussi dans une situation où, plutôt que de croire que nous allions échapper aux contraintes et aux conditions de la nature telles qu'elles étaient dites, mais pas comprises bien évidemment, c'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui, comme c'est très bien dit dans les travaux de Climax et ses conférences, c'est nous qui affectons la nature en retour. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et donc, nous sommes en train d'entrer dans la troisième coévolution. La première continue, on continue à coévoluer avec les micro-organismes et d'autres espèces, bien sûr, ça dépend des populations sur cette Terre. La deuxième coévolution, et c'est ça le problème, c'est que l'homme est une espèce incroyablement plastique. Nous coévoluons avec nos espaces techniques et culturels. Et nous changeons extrêmement vite. Ça, c'est la deuxième coévolution. Et ça, il n'y a que les humains. Et aujourd'hui, cette troisième coévolution, c'est celle qui nécessite évidemment, me semble-t-il, mais ça sera le débat et les questions que nous aurons avec vous, celle évidemment du nouveau contrat naturel avec cette responsabilité et cet impact considérable sur la nature. Car l'espèce humaine, mais depuis 2 millions d'années, avec une accélération foudroyante avec nous les Homo sapiens depuis 50 ans, c'est qu'en effet, nous avons une puissance écologique absolument ahurissante. On n'a jamais vu une espèce qui fait cela, on l'a évoqué pour les chiffres, pour la biodiversité, mais c'est pareil sur le climat et autres. Et comment cette puissance écologique, évidemment, doit requérir une nouvelle réflexion sur le droit. Et ça, c'est important parce que nous entrons dans cette troisième coévolution avec les techniques. Vous savez, l'ontologie de l'homme, surtout l'homme occidental, mais c'est partout dans le monde maintenant, c'est une espèce de triangle avec l'animal d'un côté, la machine et Dieu au-dessus, sauf que l'homme a pris la place de Dieu depuis quelque temps.
Et donc, nous naviguons là-dedans. Et ce que je trouve complètement étonnant aujourd'hui, et c'est pas inintéressant de regarder ce qui se passe de ce côté-là. Vous savez que l'intelligence artificielle, les robots humanoïdes, on dit beaucoup de bêtises là-dessus, mais en attendant, ça arrive très vite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur le droit des robots. Ça peut vous sembler aberrant et humanoïde. Il n'est peut-être pas inintéressant de savoir quels sont les arguments qui légitiment la question d'un droit des robots ou d'une charte de personnalité. Je ne dis pas que je suis pour, hein, mais en tout cas, les débats sont actuels. Et en quoi peut-être ça pourrait nous servir vis-à-vis du droit des animaux et la nature. Donc on est à une époque de changement extrêmement rapide. On n'a jamais eu autant de comités d'éthique dans le monde, dans tous les domaines d'activité. Ça, c'est intéressant. Et évidemment, dès qu'on parle d'éthique, la question du droit intervient. Et en accord avec Michel Serres, qui dit effectivement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que nous savons, grâce à la paléanthropologie, bien sûr, que tous les humains sur cette Terre, 7 milliards, bientôt 500 millions d'individus, nous sommes tous unis par une origine commune qui est assez récente, mine de rien. Et nous sommes tous unis dans une communauté commune de destin. Eh bien, c'est pour cette raison qu'en effet, nous sommes aujourd'hui interpellés, et bravo à ce bel événement climat, interpellés pour reposer les questions de l'humain, de la nature. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la nature? Qu'est-ce que l'homme de nature? Qu'est-ce que l'homme, de toute façon, qui a toujours été de culture, face à ces nouveaux enjeux pour notre avenir à tous? Merci beaucoup Pascal pour cette introduction très riche. Donc je vais maintenant passer la parole à Aurélien Barraud. Aurélien, donc le point de vue scientifique sur la question, parce que moi il y a quelque chose qui m'interpelle toujours, c'est que les scientifiques, quand ils parlent d'intelligence artificielle, quand ils proposent de nouvelles inventions, les pouvoirs politiques les écoutent tout de suite. Or, quand ils interpellent sur le climat, sur la biodiversité, à l'échelle internationale depuis 1972, donc ça va bientôt faire 50 ans maintenant, là, ce n'est jamais suivi d'effets concrets. Donc comme il est vraiment urgent d'agir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment un scientifique comme toi voit les choses et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans cette histoire de nouveau contrat social? Oui, donc merci beaucoup de l'invitation. Je suis à la fois très content d'être ici et puis un peu triste en fait, parce que ce qu'on évoque est assez tragique en réalité. Alors c'est vrai que quand on m'a proposé de venir, je me suis tout de suite imaginé faire un petit exposé scientifique, comme tu viens de m'y enjoindre à nouveau, voire philosophique, enfin ce que je sais un peu faire. Et finalement, je vais un peu vous piéger parce que c'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais utiliser mes 10 minutes pour vous parler de politique essentiellement, parce que je crois que face à l'urgence, on n'a plus le choix en réalité. La situation, elle est dramatique à beaucoup de niveaux différents. Elle est dramatique, on le sait, c'est maintenant bien médiatisé, pour ce qui concerne le changement climatique, le dérèglement climatique qui ne fait plus question et dont l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, est actée. Elle est aussi dramatique, et là je peux peut-être faire un point scientifique, du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas durablement possible. En physique, dans mon domaine, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va crasher automatiquement. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre, ce qui est un peu contrariant. La situation est au moins aussi dramatique, on en parle moins en ce moment, du point de vue de la pollution, de l'eau, de l'air, des sols, et je dirais que les effets sur la biodiversité sont comparables, voire supérieurs à ceux du réchauffement climatique. Et enfin, la situation est dramatique et on en parle beaucoup moins en ce moment, alors que c'est tout aussi grave, de par l'étiolement, disons l'atrophie, si vous voulez, des espaces de vie. Les animaux n'ont simplement plus de lieu pour vivre, et par conséquent, ils meurent. Alors évidemment, ceci pose un certain nombre de questions, et je voudrais juste donner un exemple parmi une centaine d'autres qu'on pourrait trouver, des conséquences que cela aura juste sur l'humanité. On reviendra bien sûr à la question centrale des autres vivants par la suite. Un effet secondaire, donc peut-être d'ordre inférieur. On fait en ce moment face à une crise en Europe, une crise majeure, avec cet afflux de réfugiés, qui, à mon sens d'ailleurs, est traité de façon absolument scandaleuse, puisque nous n'accueillons pas essentiellement ces pauvres gens qui meurent devant nos frontières closes. On parle de quelques centaines de milliers de réfugiés. Or, on sait aujourd'hui, ce sont des chiffres officiels, hein, pas venant d'hurluberlus alarmistes, que nous aurons entre 200 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques dans 30 ans. Pas dans 5 siècles, dans 30 ans. Ce que, si tout se passe bien, nous allons vivre quand nos enfants seront dans la force de l'âge. Que voulez-vous qu'il se passe? Ça ne peut pas être autre chose que la guerre. Je veux dire, ce n'est pas ici une sorte de fantasme catastrophiste. C'est une analyse géostratégique élémentaire. Nous sommes donc en train de décider
de léguer à nos enfants un monde en guerre. Moi, j'avoue que je n'ai plus peur maintenant de parler de fin du monde, de la possibilité en tout cas d'une fin du monde. Bien sûr, en tant qu'astrophysicien, je sais bien que la Terre continuera de tourner autour du Soleil après tout cela. Mais enfin, ce qui fait la spécificité de cette planète, ce qui fait qu'on a envie de se battre pour elle, c'est précisément cette diversité du vivant autour de nous. C'est précisément là que se trouve sa beauté, son unicité et aussi sa fragilité. Sans cela, elle n'aurait finalement plus aucun intérêt et plus aucune spécificité. Alors, on m'objecte parfois que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est que la fin de l'humanité. J'ai très souvent cette objection. Je ne la comprends pas. D'abord parce que la fin de l'humanité n'est heureusement pas encore actée. Ensuite, parce que ça ne serait quand même pas un détail. Aucune guerre jusqu'à maintenant n'a tué l'humanité et pourtant chacune a été tragique. Et enfin, parce que c'est oublier un peu vite les 7 millions d'espèces animales avec lesquelles nous partageons ce petit îlot d'univers et qui sont stricto sensu dans cette aventure nos otages. La deuxième objection récurrente consiste finalement à dire qu'il est trop tard. Et je ne la comprends pas non plus. Il est évidemment trop tard pour que rien ne se soit passé. Il est évidemment trop tard pour qu'il n'y ait pas des conséquences dramatiques. Il y en aura. Elles sont déjà à l'œuvre. Pour autant, il n'est évidemment pas trop tard pour éviter que ce soit encore pire. C'est exactement ce qui se passe dans chacun des grands défis auxquels nous avons été confrontés. La dernière guerre mondiale a fait 60 millions de morts, c'est une tragédie absolue. Enfin, s'il y en avait eu 400 millions, ça aurait été encore pire. Donc il n'est évidemment pas trop tard pour éviter le drame, il est trop tard pour éviter le drame, mais il n'est pas trop tard pour éviter une amplitude, une ampleur et je dirais un déversement du désastre encore plus conséquent encore que celui-ci. Alors pour moi, la question cardinale à ce stade, c'est de se demander quand a été commis la faute. Pas la faute au sens théologique, mais la faute au sens écologique. Quand sommes-nous partis sur ce que le philosophe Gilles Deleuze appellerait une ligne de mort? Et je crois que la réponse est assez inquiétante. Parce qu'en réalité, ce n'est pas récent. Ce n'est pas l'apanage de la modernité ou de l'ère industrielle. On a aujourd'hui des documents étayés, des études scientifiques très sérieuses, qui tentent à montrer que dans un passé très reculé, quand nous étions encore chasseurs-cueilleurs, dès lors qu'une zone du globe était colonisée par les humains, il y avait une extinction massive de la macrofaune. Je veux dire, bien au-delà des simples prélèvements associés à l'alimentation. Donc ça, c'est un peu contrariant, parce que ce qui semble se dessiner ici, c'est un comportement qui est finalement endémique à ce que nous sommes. Ce qui signifie que l'enjeu n'est pas de renouer avec un passé fantasmé qui n'a jamais eu lieu, pendant lequel nous aurions été dans une sorte d'équilibre bienfaisant avec la nature. L'enjeu est d'inventer un devenir radicalement autre. Cet enjeu est immense. Je ne sais pas si nous saurons relever ce défi, mais je crois que nous serions plus coupables encore de ne pas le tenter. Voilà. C'est la raison donc pour laquelle on a publié il y a quelques jours un appel qui a été bien relayé par le journal Le Monde et par beaucoup d'autres médias, avec 200 personnes qui sont des scientifiques, plusieurs professeurs au Collège de France, membres de l'Académie des sciences, des artistes, des intellectuels, des acteurs. Bon, cet appel ne dit pas grand-chose, parce qu'il est très court, on le voulait percutant, mais il dit quand même quelques petites choses pas totalement négligeables. La première chose que nous avons voulu marteler, et c'est ce que tu as rappelé en introduction, c'est qu'il faut que la réception du sérieux change de camp. On ne peut pas continuer à faire comme si la pensée écologiste était l'apanage de quelques doudingues et le dogme d'une croissance immodérée était l'apanage des gens sérieux. C'est exactement l'inverse. Voilà. Il faut que cette idée pénètre la société. Aujourd'hui, prôner une croissance continue revient exactement à dire on est face au gouffre, accélérons. On ne peut pas continuer comme ça. Ce qui ne remet pas en cause les bienfaits réels qu'il y a eu au niveau de la médecine, de l'hygiène et de l'accès à l'alimentation des pays pauvres dernièrement. C'est une question complètement différente. Le deuxième point que nous avons souhaité souligner, c'est qu'il faut des mesures politiques, concrètes, coercitives, impopulaires, s'opposant à nos libertés individuelles. On ne peut plus faire autrement. Ça, c'est un sujet débattu. Peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ça, mais ce que je crois fermement, c'est que l'appel à la responsabilité individuelle est nécessaire, mais insuffisant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on va à la catastrophe. Les négationnistes sont de plus en plus rares, ils ne sont pas crédibles. Et pourtant, rien ne change.
Oui, nous sommes faibles. Nous sommes ainsi faits. Si nous sommes en retard et au volant d'une grosse voiture, sur l'autoroute, on roulerait presque tous à 200 km/h si c'était autorisé. Mais en même temps, nous sommes quand même suffisamment sages pour savoir que l'existence de lois qui nous empêchent de le faire, parce qu'on met notre vie et celle des autres en danger, est nécessaire. Donc on peut simultanément, si vous voulez, être incapable de se raisonner à l'échelle individuelle, ce qui est notre cas, globalement, mais être capable de comprendre que nous avons besoin d'être raisonnés à l'échelle collective. Et donc nous devons exiger des pouvoirs publics des mesures réelles, c'est-à-dire que les discours, la main sur le cœur, maintenant, n'ont plus aucun intérêt, qui sont concrètes et qui sont impopulaires, parce qu'elles vont forcément s'opposer à un peu de notre confort. Cela dit, et je trouve que ce lieu ici est un très bel exemple, ce n'est quand même qu'une perte de liberté apparente. Parce que quand on dit à un enfant, à un jeune enfant, « je t'interdis de casser ton jouet », bien sûr, on entrave sa liberté de l'action dans l'instant, mais c'est pour qu'il ait précisément la liberté de pouvoir y revenir par la suite et d'y jouer pendant toute son adolescence. Donc il faut aussi redéfinir nos valeurs dans ce geste. Le troisième et dernier point que nous avons voulu souligner, c'est qu'il faut harceler le pouvoir politique pour que l'écologie soit considérée comme une priorité. Ça ne peut plus être une préoccupation de quatrième niveau, comme c'est le cas jusqu'à maintenant. Ça ne peut simplement plus l'être, et ça, je crois que c'est très important que nous martelions la nécessité qu'il en soit ainsi. Dans cet appel, signé par beaucoup de personnalités, nous disons explicitement que plus aucun pouvoir politique qui ne ferait pas de l'écologie sa priorité n'est aujourd'hui crédible. Voilà. Une formation politique, une gouvernance politique qui ne fait pas de la sauvegarde du monde sa priorité est simplement ubuesque. Nous n'en voulons plus, elle n'a plus aucune légitimité. Voilà le message que je crois la société doit maintenant marteler. Et là, je crois que l'enjeu est très clair pour les décideurs. Soit ils sont, parce qu'ils savent aujourd'hui plus que tous leurs prédécesseurs, les pires lâches de l'histoire, et ils auront une responsabilité sans précédent, soit ils sont les premiers héros. Mais pour être les premiers héros, quelques beaux discours et un peu de greenwashing ne va pas suffire. Il faudra se fâcher, il faudra s'opposer au lobby, il faudra prendre des mesures difficiles. C'est très exactement à eux qu'appartient maintenant de prendre cette responsabilité. C'est exactement pour ça que nous avons créé le politique. Le politique sert à ça, à nous sauver de ce type de situation. S'ils ne le font pas, ils ne servent à rien. En conclusion, j'ai vu hier une tribune dans Les Échos. Les Échos, c'est quand même pas exactement un journal anarcho-communiste à tendance écolo, qui expliquait que notre inconséquence écologique était une folie, je cite, et que le comportement actuel de la France qui ne suit pas ses propres engagements est une tartufferie. Je cite toujours, on ne peut plus être tartuffe pour ce qui est de l'avenir du monde. On ne le peut plus. Hier, une autre tribune a été publiée dans Libération, signée par de très nombreux scientifiques. Je crois qu'il faut envahir l'espace médiatique. Médiatique et au-delà, il faut le faire, évidemment. Alors l'enjeu, et je conclus sur ces mots, j'aime assez qu'il soit placé sous l'égide d'un nouveau contrat social avec le vivant. La figure tutélaire de Rousseau est assez bienvenue parce que vous savez qu'il y a deux contrats sociaux chez Rousseau. Il y a celui par lequel, en quelque sorte, le peuple s'aliène dans l'autorité du souverain et il y a celui par lequel le peuple se fonde en tant que tel. Et c'est ce qu'évoquait Benjamin en introduction. Je crois qu'aujourd'hui, le défi, c'est bien sûr de déconstruire un certain nombre de nos valeurs et de notre acharnement technocratique, mais c'est aussi de repenser ce concept de peuple au seul sens qui est aujourd'hui véritablement un avenir, c'est celui de la grande tribu des vivants. Merci. Merci beaucoup Aurélien, je crois que tu as été très clair. Ton intervention m'a fait penser à cette phrase de Kenneth Boulding qui disait « Pour croire en une croissance infinie sur une planète aux ressources finies, il faut soit être fou, soit être économiste ». Donc je crois que ça résume assez bien le positionnement sur la croissance et la schizophrénie dans laquelle on est actuellement. Maintenant, je vais passer la parole à Virginie sur justement ce point de vue philosophique sur ce nouveau contrat social avec le vivant. Merci. Merci beaucoup.
Merci Benjamin, merci infiniment Aurélien. Finalement, peut-être on pourrait juste s'arrêter là et puis débattre et puis se motiver, parce que je pense que tu as situé la question là où elle devait l'être, à la fois dans le champ politique, mais aussi dans le champ de la colère, de l'enthousiasme et de l'effarement par rapport à ce à quoi on vit. Et j'aurais pas pu le faire mieux, et je suis ravie qu'on s'engage directement avec toi sur ce terrain-là. Néanmoins, de façon un petit peu scolaire, on peut maintenant peut-être faire quelques pérégrinations sur notamment cette notion de nouveau contrat social et ce que ça peut évoquer du point de vue de la philosophie face à la catastrophe en cours et au déni ou à l'aveuglement ou à l'impuissance dans laquelle nombre de nous se trouvent face à elle. Et donc c'est ce que je vais essayer de proposer comme petit chemin. Donc on va dire que cette donnée, la question est, je réserve cette question de savoir si c'est une donnée anthropologique, si c'est inscrit dans l'espèce humaine, si c'est quelque chose finalement, si c'est la donnée des vainqueurs, est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit dans l'humain lui-même, ou est-ce que c'est quelque chose qui a un tel pouvoir de domination et de destruction que les humains porteurs de cette vision ont le dessus sur les autres? Je réserve cette question, mais en tout cas, ce qui semble être une des données du problème, c'est ce que la philosophie a appelé l'anthropocentrisme, cette capacité, peut-être ce délire de l'humanité de se placer au centre, anthropo, l'humain au centre. Et ça, c'est quelque chose qui s'est décliné particulièrement en Occident dans les grandes théories morales et politiques qui ont structuré la modernité occidentale. Et si on tente, dans une pensée d'un contrat renouvelé, d'un politique renouvelé, de le dépasser, effectivement, on peut interroger la philosophie environnementale qui s'est donnée très exactement pour mission de proposer des alternatives à cet anthropocentrisme, de proposer des schémas moraux et mentaux susceptibles de nous émanciper de cette espèce de petit délire nombriliste et narcissique qui est l'illusion que l'humain serait au centre de tout. Alors, Monsieur Pic a rappelé que cette question du politique, c'est aussi beaucoup joué sur la question de la frontière et de l'exclusion. Et dans le contrat, dans le nouveau contrat social, se pose la question de qui rentre et qui ne rentre pas. Et initialement, la philosophie morale non anthropocentriste a posé la question dans ces termes, en se disant finalement, pourquoi est-ce que l'humain serait le seul sujet de considération morale, le seul être, le seul individu vis-à-vis desquels nous aurions des obligations, des responsabilités, des devoirs, et quelles sont les qualités qui justifieraient de ce privilège. Et donc les qualités, probablement que le nombre de paires de chromosomes n'est pas moralement très significatif. Le fait d'être né de deux humains ne semble pas non plus, du point de vue de la morale, quelque chose d'absolument déterminant. Alors sinon, qu'est-ce qui est généralement évoqué? La rationalité, la possession du langage, le rire, le jeu, la capacité à se fixer nos propres normes, donc l'autonomie, se normer par nous-mêmes, sont les grands critères qui ont été avancés par la philosophie morale pour justifier de ce privilège et de l'exclusion subséquente de tous ceux qui ne posséderaient pas une telle capacité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, toutes ces qualités, la capacité de penser de façon abstraite, le rire, le jeu, le langage, premièrement, se retrouvent également, même si on a parfois du mal à le saisir, dans des communautés, dans des collectifs non humains, et deuxièmement, ne se retrouvent pas également partagés au sein de tous les êtres humains. D'où cette notion qui a servi un petit peu de levier pour critiquer l'anthropocentrisme, qui est notamment un terme utilisé par Peter Singer, qui est un grand penseur de la cause animale, de spécisme. Finalement, de la même façon que les Blancs établissent la couleur de peau pour justifier leurs privilèges, les hommes établissent la forme de
leur partie génitale pour établir leurs privilèges, eh bien les humains ont établi l'appartenance à l'espèce humaine pour établir et renforcer leurs privilèges sur l'ensemble des non-humains. Voilà le point de départ, on va dire, le levier sur lequel s'est appuyée la philosophie environnementale pour discuter, ébranler cet anthropocentrisme et procéder à l'extension de la sphère, l'extension du domaine de la morale, l'extension de la sphère des entités qui pourraient rentrer dans ce club privilégié des sujets moraux. Alors, la première, je ne le fais pas de façon historique, mais dans les cercles d'extension, la première propriété qui a été discutée est celle de la sensibilité, la sentience, la capacité à ressentir le plaisir à la douleur et d'être conscient qu'on est un sujet en train de ressentir du plaisir ou de la douleur. En gros, on va dire quelque chose qui, de façon évidente, rassemble l'ensemble des vertébrés. Souvent, on parle des animaux en général parce que c'est une catégorie qui n'est pas plus simple ontologiquement, mais verbalement qui fonctionne assez bien. Et donc, étendons la sphère morale à l'ensemble des animaux en considérant qu'ils ont un intérêt évident, rudimentaire, à ne pas souffrir et qu'on a une responsabilité morale vis-à-vis de cet intérêt. D'autres on dit, bah oui, mais finalement, la capacité à éprouver du plaisir ou de la douleur, c'est une propriété qui effectivement est moralement significative, mais qui ne devrait pas suffire à discriminer d'autres formes de vie, parce que ce n'est qu'une des voies que l'évolution a prises pour manifester de ce qui convenait ou ne convenait pas à un organisme. Et le dépérissement, l'assèchement, par exemple, seront la voie prise par les végétaux, de la même façon que la souffrance est la voie prise par les vertébrés. Finalement, ce qui compte ultimement, c'est d'avoir des intérêts. Et qui a des intérêts? Les êtres vivants. Et donc, un organisme vivant, qu'il souffre ou qu'il ne souffre pas, devrait nous interpeller, devrait nous à une réclamation à nous faire. Et il n'est pas neutre et il n'est pas anodin de nuire à des intérêts aussi fondamentaux que celui de se maintenir en vie. D'où un deuxième cercle d'élargissement qui est celui du vivant, des organismes vivants en tant que sujet de vie et sujet d'intérêt. Et donc ça, ce sont des débats qui ont encore lieu, mais qui peuvent servir d'achoppement à l'idée d'une nouvelle forme de responsabilité morale à l'égard du vivant. Néanmoins, c'est là où je remercie Pascal Pic d'avoir directement engagé la question là-dessus. Ces propositions philosophiques, si elles sont très attractives, notamment dans la partie critique qu'elles offrent de l'anthropocentrisme, demeurent tributaires d'une pensée fortement individualiste, où finalement, ce qu'on veut en face de nous, c'est des individus, en l'occurrence des organismes, à qui on va donner ou pas un droit d'entrer dans le club de la moralité. Donc on a des tickets, et puis on a des individus qui qualifient ou qui ne qualifient pas pour entrer dans cette espèce de nouveau cercle étendu. Et cet individualisme-là, cette pensée par l'individu comme l'atome de ce qui crée le collectif, la nature, la société. C'est une pensée qui en elle-même est problématique et que l'écologie et la philosophie environnementale a pour défi d'ébranler et de remettre en cause. D'où, et là, finalement, le contractualisme comme pensée d'un renouveau politique montre sa faiblesse ou en tout cas montre ses limites, car un contrat, qu'il soit réel ou fictif, qu'il soit historique ou purement théorique, comme dans le cas de Rousseau, un contrat engage des individus entre eux, et c'est dans cet engagement des individus les uns par rapport aux autres qu'émerge de façon secondaire la chose publique, la République, le bien commun, le politique. Finalement, le politique survient d'une association d'atomes qui sont les individus. Ce que nous dit l'écologie, entre autres, mais en fait ce que nous dit aussi la sociologie et l'anthropologie,
c'est que les individus ne font pas survenir de leur association la chose publique, mais bien au contraire qu'ils en sont le produit, que le collectif et l'individu sont inextricablement liés les uns aux autres, et que ce n'est pas en étendant nos schémas, ou pas seulement, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, peut-être qu'il y a des structures, notamment pour penser la question animale, des structures individualistes qui sont performantes, mais ce n'est pas seulement en étendant la pensée individualiste à d'autres êtres que les humains, que l'on prend conscience et que l'on répercute dans le champ de la morale, de la politique et du droit, les enjeux auxquels on fait face, qui sont l'enjeu d'une reconnaissance fondamentale de l'interdépendance et de l'interconstitution des êtres avec des niveaux d'organisation qui les dépassent. D'où l'intérêt de exploser complètement cette approche contractualiste, si généreuse et si inclusive soit-elle. Là encore, je ne dis pas qu'il faut se débarrasser des droits de l'homme. La question n'est pas de savoir si il est pertinent ou pas d'avoir des droits individuels. Je pense qu'il faut, en tout cas qu'il y a des choses importantes à conserver dans ces structures-là. Néanmoins, elles ne suffisent pas à rendre compte de la grande mutation, finalement, notamment que les sciences du vivant nous ont permis de réaliser au XXe siècle, qui est cette interdépendance et ce destin commun. Alors, pour citer il ne se qualifie pas comme philosophe de l'environnement puisque c'est un forestier, mais c'est un petit peu le père de toutes les éthiques environnementales écocentrées qui se centrent justement sur des collectifs, les écosystèmes, les espèces, les rivières, les paysages, la terre dans son ensemble, et qui est Aldo Leopold, et qui nous dit finalement: nous ne sommes que les compagnons voyageurs d'une myriade d'autres espèces dans cette grande odyssée qu'est l'évolution. Et c'est ce décentrement dont il est question aujourd'hui. Alors, peut-être, je pense que j'ai beaucoup parlé déjà, ou j'ai encore un petit peu de temps? Ça fait 10 minutes. Alors, repensons dans le collectif, et effectivement, la première table ronde nous a donné beaucoup d'exemples de cette façon et de cette nécessité de penser l'homme comme faisant partie de la nature. Mais là, c'est un petit peu mon dada en ce moment, donc je me permets de faire une piraterie intellectuelle sur cette question du contrat social. Méfions-nous de ne pas rejouer dans la pensée écologique une forme d'anthropocentrisme inclusif, nouvel âge, l'anthropocentrisme des réseaux où oui, nous sommes la nature, oui, la nature est nous, et donc finalement du centre et de l'extérieur, on devient le tout. Et c'est un petit peu ce qui se joue dans ce terme d'anthropocène, ce nouvel âge de la Terre qui serait l'âge de l'homme, où finalement notre responsabilité est telle, notre pouvoir est tel qu'il faut pour de bon prendre les manettes et piloter de façon éclairée, avisée et bienveillante ce système que serait une planète entièrement sous influence. Je pense qu'il faut aussi conserver des registres d'humilité, de retrait, pour penser que la Terre n'est pas à nous et n'est pas de nous, que nous en sommes quelques modestes passagers qui ont effectivement pris une place un peu délirante et tyrannique, mais cette place ne leur est pas échue pour toujours. Et donc il y a un autre contrat, et c'est deux philosophes qui l'évoquent finalement un petit peu en marge de leur objet principal, Will Kymlicka et Sue Donaldson, et Will Kymlicka dans un ouvrage qui a été traduit l'année dernière, je pense, qui s'intitule Zoopolis. Donc eux s'intéressent à la cause animale essentiellement et essayent de repenser le rapport aux animaux dans un registre politique, de philosophie politique plutôt que de philosophie animale, et évoquent dans une troisième partie la question des animaux sauvages, et pour penser ce rapport au sauvage, utilise la catégorie de la souveraineté. Et donc, de la même façon que peut-être qu'une certaine pensée contractualiste peut nous aider à penser certains
des rapports et des responsabilités que nous avons envers le non-humain, la question de la souveraineté et la question de la possibilité de cohabiter, de se connaître, d'une frontière, par exemple, une frontière qui ne soit pas, comme on le fait aujourd'hui, un mur infranchissable, mais plutôt un lieu d'échange, un lieu de partage et un lieu de réaffirmation des identités, et quelque chose qui pourrait éventuellement offrir des perspectives intéressantes pour penser notre relation au monde sauvage et notre relation à cette part du monde que nous n'avons pas créée, qui ne nous appartient pas et sur laquelle nous n'avons finalement aucun droit, si ce n'est celui de l'émerveillement, du respect et éventuellement de l'accompagnement. Donc voilà, je jette comme ça cette notion qui est une notion qui a une effectivité politique et juridique, peut-être pour renouveler un petit peu la pensée de notre rapport à la nature et notamment la pensée du sauvage et de cette partie du monde qui est totalement indépendante de nous et de nos intérêts. Merci beaucoup Virginie. Bon, je crois que là, le cadre intellectuel est parfaitement bien posé. Donc, il s'agit maintenant, pour finir ce premier tour de table ronde, de passer la parole à Nicolas, qui va nous parler des aspects juridiques pratiques de ce nouveau contrat social avec le vivant. Parce que ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans le constat lucide et un peu désespéré de Nicolas Hulot lors de sa démission sur France Inter, c'est le constat d'échec face à l'appareil de l'État et face à la façon dont fonctionne le droit en France. C'est-à-dire mal vis-à-vis de cette nécessaire prise en compte du vivant. Moi-même, j'ai été militant écologiste depuis 15 ans, mais j'ai été assistant parlementaire pendant 10 ans à tous les niveaux, Sénat, Assemblée nationale, Parlement européen, et j'ai vu in vivo les limites du droit face à ces nouveaux enjeux. Et pourtant, il y a des raisons d'espérer parce que partout sur la planète émergent de nouveaux droits, émergent des tribunaux, des cours. Je pense en Inde notamment, qui commencent à donner des droits aux fleuves, aux rivières, aux peuples autochtones, aux animaux. Et que ce nouveau droit qui est en train d'émerger, dont on a tellement besoin, voilà, comment on fait maintenant pour le mettre en pratique concrètement ici en France tout de suite parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. Merci. Merci Benjamin. De me tendre cette perche. Avant de rentrer dans l'aspect purement opérationnel des droits de la nature, je pense que pour faire le lien avec ce que vient de dire Virginie, c'est important de repenser le modèle. On a beaucoup parlé de Nicolas Hulot, il a dit deux choses assez saisissantes lors de sa démission. Le jour sur France Inter, le jour de sa démission, finalement, il a posé la question, il a dit que la question essentielle de ces dérèglements environnementaux était celle de notre mode de production et notre mode de consommation. Il a dit que c'était la question fondamentale. Le jour de sa passation de pouvoir, il nous a dit quoi? Il nous a dit d'oser une forme d'utopie, une forme d'espoir, et il nous a invités à être créatifs, inventifs et disruptifs. Au fond, c'est le modèle qui est là, celui qui perdure depuis quelques décennies, expansionniste, qui nous pose problème. Donc c'est une question fondamentalement de modèle. Et il nous appelle à transformer ce modèle-là. Je veux citer aussi, avant de rentrer dans le concret, une autre personne qui est un paysan français qui s'appelle Paul François, qui est le paysan qui est actuellement en guerre contre Monsanto, qui fait un procès à Monsanto. Paul François a fait l'objet d'un reportage sur France 2 récemment. Et Paul François dit une chose assez saisissante, lui qui a pratiqué les pesticides, qui les a utilisés et qui est, j'allais dire, un repenti, qui maintenant plaide pour d'autres causes et d'autres pratiques agricoles, nous dit « La vraie modernité, c'est de s'adapter à ce que la nature nous offre. » Au fond, il nous donne une piste de nouveaux modèles. La vraie modernité, c'est de s'adapter à ce que la nature nous offre. Voilà, j'ai posé ces deux idées-là. Aujourd'hui, concrètement, quand on parle de modèles, quand on parle de grandes lois, on se rend compte que l'être humain, Homo sapiens, est présent sur Terre depuis à peu près 200 000 ans. La Terre existe depuis 4,5 milliards d'années. En l'espace de quelques siècles, depuis quelques décennies surtout, l'être humain a créé sa propre bulle, a créé sa propre sphère, au fond une nomosphère, avec ses règles de court-termisme, ses règles de production, de délocalisation, ses règles de maximisation des produits, etc. Ces règles de cette fameuse homosphère, cette bulle humaine, elles ne sont pas compatibles avec les règles, les lois de la biosphère, les lois qui orchestrent tout le vivant.
On se rend compte aujourd'hui, avec des études de plus en plus récentes, que effectivement, c'est écrit au mur derrière, que les espèces qui ont le mieux évolué, ce ne sont pas forcément celles qui ont fait l'objet de plus de compétition, mais au fond, celles qui ont le plus coopéré. On se rend compte qu'il y a plein de mécanismes qui gouvernent le vivant, des mécanismes de réciprocité, des mécanismes de coopération, des mécanismes d'utilisation locale des ressources et de recyclage finalement. Certains animaux vont utiliser les déchets des uns en tant que matière première. Bref, nos lois humaines, depuis quelques décennies et depuis quelques siècles, nous les avons fondées à travers la seule raison humaine et en faisant fi de ce que sont les grandes règles, les grandes lois, les grands modèles du vivant. Et donc finalement, c'est l'être humain qui est une toute petite partie du vivant, nous représentant 0,01% de la vie sur Terre. Nous avons pris le contrôle de cette biosphère et nous avons donc imposé nos propres règles à cet ensemble qui nous dépasse qu'est la biosphère. Donc l'enjeu, il est là, il est d'arriver à finalement se repositionner et adapter nos lois humaines à ces grandes lois de la biosphère. Or, aujourd'hui, quand on regarde l'état du droit, qui est reconnu comme personne sujet de droit? Des entreprises et des individus essentiellement. Des entreprises qui sont des sujets de droit qui sont purement fictifs et des individus. Mais on fait l'exclusion du reste du vivant. Quand on regarde les grands traités internationaux, c'est à peu près 1300 traités qui ont été passés depuis l'essor du droit environnemental. 1300 traités à l'échelle internationale. Or, on se rend compte que ce droit de l'environnement, pour tout utile qu'il soit et nécessaire et précieux, il reste un droit adossé à cette homosphère, à ces grandes règles de l'homme. Il est là finalement pour protéger la pérennisation, la perpétuation de cette machine économique qui ne fait plus sens et qui s'est extrait des enjeux écologiques et de ces grandes lois naturelles. Donc au fond, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas plus de lois, mais des lois, un droit différent. Comment on fait la connexion entre ce concept-là, ce modèle-là, et des droits qu'on va pouvoir délivrer à de nouveaux sujets? Un philosophe américain a théorisé une philosophie qui est fantastique, qui s'appelle la jurisprudence de la Terre. La jurisprudence de la Terre, c'est un terme qui est extrêmement peu connu en France, qui prospère à l'international, aux États-Unis, dans bien des pays d'Amérique latine, on pourra y revenir, mais qui aujourd'hui est encore très peu connu. La jurisprudence de la Terre, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire que finalement, les droits proviennent de l'existence, de l'origine de la vie, au fond l'univers. Thomas Berry nous dit que l'origine des droits procède de l'origine de l'univers. Après, on peut mettre ce qu'on veut derrière l'origine de l'univers, ça c'est une autre question. Mais qu'au fond, l'univers est une communion de sujets et non plus une collection d'objets. Nous voyons les ressources naturelles, d'ailleurs on les appelle des ressources, comme des objets simplement. Thomas Berry propose ce shift, ce changement, ce basculement, de dire au fond, chaque entité du vivant, chaque entité naturelle, que ce soit un écosystème, que ce soit un individu, que ce soit une espèce animale, et une entité naturelle elle-même est sujet de droit. Et que ces droits-là, le droit le plus fondamental, c'est le droit de jouer un rôle dans la communauté du vivant en faveur de la perpétuation des cycles du vivant. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce que Thomas Berry appelle la communauté de la Terre. Aujourd'hui, vous regardez l'État, un État qui est un tout organique. Nous sommes des citoyens, nous avons bénéficié de services publics comme l'éducation, la santé, etc. Au fond, l'État nous apporte beaucoup. Et en retour, nous payons des impôts au service de ce tout. Donc finalement, il y a une logique de collectivité. Nous rendons à l'État ce qu'il nous transmet. De la même manière, si vous regardez un corps humain, les cellules participent à la santé du tout. Les cellules participent à la santé du tout. Si certaines cellules sont subversives ou se dégradent, eh bien, le corps peut tomber malade. Donc au fond, cette logique-là vise à ce que chaque sujet de droit au sein du vivant ait un rôle à jouer, et un rôle d'interdépendance et de réciprocité. Donc selon cette jurisprudence de la Terre, on va pouvoir se dire qu'effectivement, certaines entités doivent participer à jouer leur rôle au service du vivant, au service des écosystèmes, pour le bien-être de la communauté de la Terre. Donc ça, c'est le concept, j'allais dire, un peu philosophique. Concrètement, comment on bascule de ce concept avec des entités naturelles qui sont sujets de droit, qui sont invités à jouer leur rôle, des abeilles, des espèces, des écosystèmes comme des fleuves, comment on fait pour entrer dans le champ juridique de la personnalité juridique?
des chercheurs de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, ont rédigé un manifeste en 2016, le manifeste d'Oslo. Et dedans, ils appellent à la transition d'un droit de l'environnement à un droit écologique, un droit basé sur la Terre, sur ces grands mécanismes finalement. Et ils appellent justement à prendre en compte des notions comme la jurisprudence de la Terre, comme les droits de la nature. Donc qu'est-ce que c'est que ces droits de la nature dont on commence à parler de plus en plus? Les droits de la nature, c'est un ensemble de règles qui visent à reconnaître des droits essentiels, intangibles, à des écosystèmes, comme des forêts, comme des rivières, comme des glaciers. Exactement comme on accorde des droits à des entreprises ou à des individus, là on vient reconnaître des droits. On ne donne pas des droits à la nature, parce que la nature a des droits qui nous préexistent, mais on vient les reconnaître. Le reconnaître en latin, ça vient de conoscere, ce qui signifie constater, comprendre. Ah ouais, en fait, ces processus évolutifs, ils sont absolument vitaux, donc la nature a des droits qui nous préexistent. On vient les reconnaître. Concrètement, ces droits de la nature, ils commencent à émerger depuis une dizaine d'années à travers le monde. Pour la première fois, un pays, l'Équateur, en 2008, a reconnu dans sa constitution les droits de la terre-mère, la Pachamama telle qu'ils la conçoivent, en reconnaissant des droits à vivre, à se régénérer, à ne pas être pollués, aux entités qui peuplent le territoire de l'Équateur. Deux ans plus tard, la Bolivie a reconnu des droits également à travers une loi cadre, également à toutes les entités du pays. Dans bien des pays, depuis quelques années maintenant, tu as cité le cas de l'Inde, des droits sont reconnus cette fois-ci par la voie des tribunaux. La Haute Cour de l'Uttarakhand, qui est un État qui se situe au nord de l'Inde, qui jouxte le Népal, a reconnu en 2017 les droits du fleuve Gange et d'un autre fleuve Yamuna, qui sont deux fleuves sacrés en Inde, et donc ces droits ont été reconnus officiellement. Cette décision a pour l'instant été suspendue au niveau de la Cour suprême, on pourra y revenir, mais dans la foulée, cette même Cour a reconnu des droits à des glaciers du Gange, où le Gange prend sa source, et a reconnu encore plus récemment des droits à l'ensemble du règne animal en Inde. En 2017 également, la Nouvelle-Zélande a reconnu des droits à un fleuve, le fleuve Wangani, à travers un accord qui a été passé avec les tribus maoris. Et donc, ces écosystèmes ont le droit de vivre, de se régénérer et de ne pas être pollués. Concrètement, comment la nature peut défendre ses droits? La nature peut défendre ses droits de deux façons. Soit par un mécanisme de tuteur, c'est-à-dire qu'un fleuve, un glacier, une forêt, une fois qu'il est reconnu sujet de droit, on va lui confier des tuteurs exactement comme avec une personne incapable, quelqu'un qui est dément, on va lui confier un tuteur, et c'est ce tuteur qui va pouvoir exercer et protéger les droits de la nature, aller saisir les tribunaux s'il y a des atteintes et des violations à tel ou tel droit de cette nature. Il y a un autre système qui dit un système de droit plus large, c'est le cas notamment en Équateur ou en Bolivie, qui vise à inviter tout citoyen à se saisir et utiliser le droit de la nature pour aller devant les tribunaux et les faire respecter. Donc là, on n'a pas de tuteur, mais c'est le gouvernement, c'est des entreprises elles-mêmes, c'est des individus qui vont pouvoir le faire. Et c'est le projet actuellement qui a lieu en Australie. La Grande Barrière de Corail fait l'objet d'une grande campagne qui pourrait reconnaître des droits à la Grande Barrière de Corail. Donc les individus, les citoyens australiens pourraient aller saisir les tribunaux et arguer du fait que les droits de cette Grande Barrière sont menacés. Donc ça, c'est un premier projet. Le premier objectif des droits de la nature, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller mieux protéger les écosystèmes. Il y a un deuxième enjeu qui est absolument fondamental, c'est celui d'une nouvelle gouvernance. Lorsqu'on regarde le cas de la Nouvelle-Zélande, ces gardiens, ils sont accompagnés d'autres organismes qui viennent les accompagner pour définir un document stratégique pour la vie de cette rivière avec des membres de la communauté autochtone, les tribus maoris, mais avec tout un ensemble de parties prenantes. Et l'idée, c'est de pouvoir dire comment collectivement on va faire respecter ces droits. Donc il y a cette logique de nouvelle gouvernance au service du fleuve. Il y a un projet qui vient d'être lancé, en 2017, qui a été lancé par l'IRD de Nouméa, qui a été présenté à l'ONU et qui vise à reconnaître l'océan Pacifique en tant qu'entité juridique. Et donc l'idée, ce serait de reconnaître un certain nombre de droits à l'océan Pacifique et de faire en sorte que les pays qui seraient signataires de cet accord, qui est espéré en 2020,
puissent faire respecter, sous la forme d'une COP, une convention, qui vienne faire respecter les droits de cet océan, pour éviter qu'il y ait de la pollution, qu'il n'y ait pas de surpêche, etc. Donc on a des modèles de nouvelle gouvernance qui apparaissent, et au-delà donc de l'enjeu protection des droits devant les tribunaux, au-delà de l'enjeu de gouvernance, c'est aussi un enjeu de transformation de modèles juridiques et de modèles donc, de gouvernance à plus long terme. Et cela passe par l'éducation, c'est fondamental. Aujourd'hui, encore beaucoup de gens, pour beaucoup de gens et beaucoup de juristes, l'idée de reconnaître des droits à la nature, c'est une idée qui est complètement kafkaïenne, qui sort de nulle part, mais c'était exactement la même chose il y a un siècle, lorsque on s'est posé la question du débat sur la reconnaissance d'une personne à l'entreprise. Est-ce qu'on peut donner des droits à une entreprise? Est-ce qu'une entreprise peut être un sujet? Non. Et aujourd'hui, on a 3,5 millions d'entreprises en France, et ça fonctionne très bien. Donc la question de l'éducation, elle est absolument essentielle, et à ce titre-là, on a une montée en puissance de la reconnaissance des droits de la nature et de la pédagogie sur les droits de la nature. Aux États-Unis, le tout premier livre de droit 100% dédié aux droits de la nature sortira en 2019. On a également des universités à travers le monde qui commencent à dispenser des cours sur les droits de la nature. L'Union européenne, pour la toute première fois, a amorcé un programme de financement qui vise à créer le tout premier master droit de la nature et consolidation de la paix. Donc au fond, on voit que cette architecture, elle est en train de prendre, et elle est en train de prendre aussi au niveau local. Tout à l'heure, on parlait donc de la reconnaissance. J'ai oublié de vous citer qu'effectivement, on a des initiatives qui commencent à arriver. En Angleterre, il y a un projet de reconnaissance des droits de la nature pour une rivière, la rivière Frome. On a également en Italie une zone qui récemment a été reconnue zone de droits de la nature. Et on a également, pour ce qui est de la France, en Nouvelle-Calédonie, l'inscription dans le Code civil des îles Loyauté, dans le Code de l'environnement, pardonnez-moi, des îles Loyauté, l'inscription du principe unitaire de vie. Et au terme de ce principe unitaire de vie, les populations des îles Loyauté pourraient, en 2019, reconnaître certains droits à des sujets, donc à des entités, à des espèces animales. Et si jamais la province des îles Loyauté inscrit certains de ces droits, reconnaît ces droits à certaines espèces, telles des requins ou autres, eh bien, ces droits pourraient être ensuite, pourvu qu'il y ait une modification du Code civil calédonien, pourraient être reconnus. Ce serait une première en France. Donc voilà, on a un objectif de meilleure protection des écosystèmes, on a un objectif de nouvelle gouvernance, et cela passe aussi beaucoup par davantage d'éducation à ce niveau-là. Et au fond, les droits de la nature et le droit de la nature visent, encore une fois, et c'est ce que disait Virginie tout à l'heure, à repenser notre rapport au vivant et à se défaire de cet anthropocentrisme multiséculaire, là où le droit de l'environnement aujourd'hui et nos modes de gouvernance s'attaquent aux symptômes, le droit écologique et les droits de la nature veulent s'attaquer à la cause, à savoir le cadre de gouvernance et les lois qui nous rapprochent, pour faire ce fameux nouveau contrat social qu'évoquait Michel Serres, ce contrat naturel, pardonnez-moi, de tisser un pacte avec la nature. Merci beaucoup Nicolas pour ce tour d'horizon de ces nouveaux droits. On n'a pas abordé tout un autre aspect qui est celui des interdictions aussi. Moi par exemple, à titre individuel, aujourd'hui je milite fortement pour qu'on interdise définitivement le plastique. Parce que l'océan de plastique dans le Pacifique fait plus de 5 fois la France aujourd'hui. On devrait interdire le plastique purement et simplement, comme le fait le Costa Rica l'année prochaine par exemple. Je ne comprends même pas qu'on ne puisse pas avoir des débats sur l'interdiction du plastique totale et définitive aujourd'hui en France. Et même à l'échelle européenne d'ailleurs, même s'il commence à en parler, ça me paraît quand même être une des choses fondamentales. Il nous reste 20 minutes pour les questions-réponses avec la salle. Ce que je vous propose, c'est de faire des tours de 3 questions groupées, et malheureusement, je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire plus de 3 tours, donc je vous demanderai d'être concis, s'il vous plaît, et d'interpeller directement les intervenants. Bonjour, je pense qu'il y a une question assez centrale qui n'a pas été posée, c'est celui du contrôle de la démographie humaine. Parce que malgré toutes les bonnes volontés, toutes les nouvelles règles possibles,
est-ce qu'on peut arriver à éviter la catastrophe si, à la fin du siècle, on est 10 milliards d'individus sur Terre? Voilà, donc je pose la question, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Merci. Une autre question, s'il vous plaît? Moi, c'est un peu plus long, il y en a deux, j'ai le droit. Donc, la première question qui dit contrat implique deux parties. Qui représente la nature? Voilà, c'est un peu humoristique. Hein. Comment peut-on empêcher, alors je rejoins la dame, moi, elle a une autre forme, comment peut-on empêcher le reste de l'humanité d'avoir le même niveau de consommation que moi? C'est-à-dire mes biens, la nourriture, les mètres carrés d'habitation. Alors là, j'ai une interrogation pour le futur. Moi, dernièrement, j'ai vu une étude. Aujourd'hui, dans les océans, il y a un morceau de plastique pour 5 poissons. L'étude dit qu'en 2050, il y aura un morceau de plastique pour un poisson. Ensuite, je pense que l'action, elle est très importante. Moi, les gens qui m'ont marqué dans ma vie, il y a José Bové, il y a quelque temps. Il y a Alain Bougraine-Dubourg, il y a 2 ans, quand il s'est interposé vis-à-vis des chasseurs. Il y a les zadistes. Moi-même, auparavant, j'avais manifesté contre les centrales nucléaires. Et là, je pose la question par rapport à Nicolas Hulot, parce que j'entends beaucoup de bonnes choses sur lui. Moi, dès qu'il a pris le mandat, je savais que ça n'allait pas marcher, parce que il a dit dans l'interview de France Inter, le système l'empêche. C'est-à-dire que pour l'avenir, là, il y a des gens qui sont beaucoup plus jeunes, je pense qu'ils verront l'exploitation du gaz de schiste en France. La pression, elle est telle des entreprises qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, le capitalisme récupère tout, absolument tout. Donc moi, j'ai été étonné qu'ils prennent un mandat, sachant que la problématique qu'il a constatée à France Inter était la même il y a 1 an et demi, elle sera la même dans 5 ans. Et le dernier point, je vous invite à faire projet Astrid sur Internet. Vous pouvez rajouter Hulot ou pas Hulot, c'est pour savoir ce que c'est. Ce projet Astrid est en place depuis 2-3 gouvernements et il continue. Et il a eu l'aval, bien sûr, du ministère de l'écologie dernièrement. Voilà. Donc les 2 questions, j'espère que vous les avez entendues. Merci. Et une dernière question donc pour ce premier tour, madame. Oui, bonjour, Philippe Garcia, Association de défense des ressources marines. Comment obliger les grandes marques internationales de distribution alimentaire, par exemple, et d'autres, à suivre leurs engagements qu'ils ont eux-mêmes écrits dans leur responsabilité sociale et environnementale? C'est très à la mode. Dans la région, il y a un exemple typique, c'est Carrefour, notamment le magasin d'Anglet. Ils écrivent dans leur site, tout le monde peut le retrouver, qu'ils suspendent la vente des espèces de poissons qui sont sensibles. Or, Carrefour d'Anglet vend tous les ans et encore aujourd'hui des saumons pyrénéens sauvages qui sont en situation d'extinction totale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement français qui l'a édité l'année dernière, en avril, au prix modique de 80 € le kilo, et en insistant en me disant que c'est un produit local, donc il faut se dépêcher de l'acheter. Je cherche la faille juridique pour mettre ces gens à jour de leurs engagements. Merci. Donc, premier tour de réponse. Virginie, sur la démographie. Oui, mais merci de poser cette question de la démographie, parce que c'est une question qui taraude l'environnementalisme et les pensées écologiques quasiment depuis le début. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors on va dire, il y a eu un pic, une bombe. C'était la bombe population dans les années 70. Les premiers environnementalistes centrés sur la protection de la nature dans les années 70 aux États-Unis ont immédiatement pointé l'explosion démographique comme un enjeu majeur et la première menace pour la nature et la biodiversité. C'était un discours d'hommes blancs riches surconsommateurs qui visait très directement les pays à forte croissance démographique. Ensuite, toutes sortes de travaux ont permis de relativiser cette urgence démographique en montrant comment la part de l'empreinte
l'empreinte écologique de la consommation des modes de vie était bien plus importante per capita dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, et que donc avant de pointer le nombre d'humains, il faut surtout faire le balayer devant sa porte et regarder quels sont les modes de consommation. Néanmoins, alors on va dire l'accusation à la fois de néocolonialisme et bon, d'une pensée un petit peu nauséabonde sur ces questions démographiques a rendu quasiment tabou la question démographique dans les discours environnementalistes. Et personnellement, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée de commencer par penser la consommation per capita. Néanmoins, je pense qu'il y a un enjeu qui peut aujourd'hui, peut-être de façon un peu plus sereine, revenir sur la table, qui est celui de l'évitement des naissances non désirées, et qui est un enjeu dont les féministes et les écoféministes peuvent se saisir autrement que sur le mode paternaliste et on va dire top-down, qui vient du haut de ces hommes blancs riches qui vont dire maintenant ça suffit, assez de bébés, on arrête. Non, il y a un vrai enjeu de reprise de pouvoir sur les corps des femmes. Ça me permet juste d'introduire, parce qu'on n'a pas le temps, je veux laisser du temps pour les autres questions, les autres réponses, mais d'introduire cet enjeu écoféministe, comment la domination des femmes et la domination de la nature peut être pensée de façon simultanée, et dans les, on va dire les diagnostics, par exemple, anthropologiques sur l'humain capitalise, l'humain conquiert, l'humain prédate. Peut-être que tous les humains ne prennent pas part également à cette entreprise de destruction et d'appropriation. Et peut-être notamment que ce n'est pas un hasard si dans l'histoire récente, on va dire simplement les 10 000 dernières années, les femmes se sont trouvées très souvent dans des situations de domination, de mise sous tutelle, et que peut-être qu'il y a d'autres humains que ceux qui ont saccagé le monde, qui peuvent aujourd'hui prendre leur part politique, philosophique et sociale à cet enjeu. Donc je pense qu'il faut, juste je veux dire, parce que c'est très délicat, cette question du contrôle démographique, notamment parce qu'on sait où sont les niches, on va dire, d'explosion démographique, et entre la question démographique, le malthusianisme, le néo-malthusianisme et le colonialisme ou le post-colonialisme se jouent des choses politiquement et idéologiquement très ténues. Donc je pense qu'il faut l'aborder avec beaucoup de soin, et que c'est très bien, c'est une femme qui a posé la question, c'est très bien que ce soit les femmes qui se saisissent de ces questions. Le contrôle des naissances, le contrôle du corps des femmes, c'est un enjeu politique indépendamment même de la crise écologique. Parce que s'il y a trop d'enfants, c'est parce qu'il y a trop de viols. Il faut le dire très clairement, hein. De viols au sens de grossesse non désirée. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Juste un tout petit complément factuel, parce qu'en effet, les risques sont très grands, et je partage à 100% l'analyse précédente. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'évidemment, une croissance démographique infinie n'est pas possible dans un monde fini. Ça, c'est sûr, comme pour les ressources. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut quand même bien dire, c'est que la démographie est en train de se stabiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute qu'à l'horizon 2050, la population mondiale sera à peu près stable. Donc on n'est pas dans une situation d'explosion démographique infinie. Ce n'est pas ce qui est en train d'advenir. Et bien sûr, le nombre est assez élevé, mais 12 ou 13 milliards de personnes qui se comportent correctement peuvent avoir un impact environnemental bien moindre que 7 ou 8 milliards de personnes qui se comportent actuellement comme les Américains ou les Européens. Donc je ne pense en effet pas qu'il soit correct de faire du problème démographique le problème majeur. Avec une meilleure répartition des ressources et une attitude respectueuse, on peut parfaitement ne pas endiguer l'évolution démographique actuelle et avoir un rapport apaisé avec la planète. Juste, on rebondit chacun. C'est essentiel ce que tu viens de dire, Aurélien. En fait, effectivement, la clé, c'est la question du comportement. Au fond, on peut être plus nombreux, mais tout dépend quel niveau et où est-ce qu'on place le curseur en termes de comportement, d'achat, et finalement, quel est notre bilan carbone. On le voit avec la fameuse empreinte écologique du Global Footprint Network. Le jour du dépassement avance chaque année, etc. Donc, au fond, c'est une question aussi, à un moment donné, pas que, mais individuelle. Et il y a beaucoup de choses qui passent par l'éducation. Au fond, ce rapport anthropocentré au monde,
le philosophe dont je parlais tout à l'heure, Thomas Berry, dit que ça commence dès l'université. Je ne vous ai pas parlé tout à l'heure d'une loi qui est passée en Bolivie. En Bolivie, il y a une loi qui passe en 2010 sur l'éducation. Et cette loi nous dit quoi? Dit que tous les enfants du pays doivent se voir enseigner des notions de rapport à la nature, de ce qu'ils appellent le buen vivir, etc. Un rapport harmonieux avec la nature. Or aujourd'hui, ce qu'on met dans la tête de nos enfants, dès le plus jeune âge, à travers un massacre publicitaire permanent dans le métro, etc., c'est le fait que le bonheur égale consommation. Cette loi, elle est passée en Bolivie, et depuis 2013, tous les enfants des écoles primaires et des collèges du secondaire en Bolivie ont des cours justement liés au rapport au vivant, au bien-être. Et au fond, quand on dispense ces notions-là dès le plus jeune âge, les générations suivantes, elles ont peut-être moins envie d'aller consommer, en tout cas d'avoir un bilan carbone qui s'étend du fait justement d'autres valeurs qu'on leur a transmises. Et ça, c'est essentiel à la base pour changer le comportement que tu évoquais, Aurélien. Merci. Sauf que sur l'éducation, on a un vrai problème. Lors de la précédente réforme sur les programmes du lycée, on avait quasiment supprimé la biologie. Parce qu'en France, la science, c'est les mathématiques, ensuite c'est la physique théorique, physique appliquée, c'est vulgaire, et la biologie est très loin. Et tant qu'on aura une domination comme cela dans notre enseignement, c'est pas gagné. Par ailleurs, nous en sommes déjà la 3e génération qui a toujours vécu en ville, qui n'a jamais connu la ferme ou la nature. Ça, c'est extrêmement compliqué, donc vous avez raison. Il y a un enjeu majeur, bien avant l'université, d'éducation vis-à-vis des jeunes. Il se trouve que mes parents étaient maraîchers, paysans, ensuite ouvriers. Et moi, j'ai connu donc une évolution. Je suis passé du néolithique à l'intelligence artificielle. C'est un fait de génération. Il se trouve aussi que cette génération, je ne suis pas baby boomer, je suis un peu limite, mais du bon côté, on a connu un progrès au sens où on a défini le progrès comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, la consommation de la viande dont on parle beaucoup, vous savez, l'aberration, c'est le bœuf. Écoutez, le bœuf, on n'en mangeait pas dans les fermes. C'était des vieilles vaches qui partaient de temps en temps, une fois qu'ils avaient fait leur travail. Donc on a une aberration. C'est le nouveau monde qui nous a imposé le système cow-boy de manger du bœuf. Il faut se rendre compte que ceci, c'est récent. Et vous avez raison de le souligner, Virginie, c'est qu'en effet, depuis en gros 50 ans, 60 ans, la population mondiale a été multipliée par 3. Quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'individus. On est 7,5. C'est énorme. Et on a multiplié notre empreinte écologique par 100 en moyenne. Je dis bien en moyenne, mais alors attendez, entre un Qatari et un Californien et un Bushman, évidemment, ce n'est pas la même augmentation en termes d'empreinte écologique. Donc là, on touche la question de la consommation haute. Sur la démographie, là, effectivement, il ne faut pas rester que sur le quantitatif, c'était très bien dit, mais j'ajoute une chose. Un philosophe qui est très peu cité en France et qui est français, il est à Clermont-Ferrand, l'université, Christian Godin, a écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'humanité ». Et là, bien sûr, la démographie va augmenter jusqu'à l'horizon 2050, mais on se pose la question de savoir si l'humanité risque de se maintenir d'une manière ou d'une autre. Alors pour certains, c'est une bonne nouvelle, pour l'écologie radicale, mais ce n'est pas le propos. En fait, l'augmentation démographique dans l'hémisphère nord, elle tient plus au vieillissement de la population qu'à la natalité. Donc on va connaître un basculement dans l'autre sens très rapide au moment où les baby-boomers, sauf si les transhumanistes, comme ils promettent évidemment que nous trouvions l'immortalité. Donc on va connaître des changements démographiques absolument énormes en termes de qualité qui vont arriver, auxquels il faut se préparer. Alors on sera moins nombreux, c'est une bonne nouvelle, mais quand on voit le coût de l'accompagnement des soins sur la fin de vie, là aussi, il faut bien comprendre que ça va avoir un impact économique absolument considérable sur nos sociétés. Donc la question de la démographie, elle est plus quantitative que qualitative que quantitative, donc ça a été souligné, et je voulais rajouter donc cet autre aspect. Et par ailleurs, monsieur, pour votre réponse à propos de Carrefour, oui, utilisons nos réseaux, c'est fait pour ça, pour dénoncer effectivement sur les réseaux le fait que Carrefour, si vous le dites, vend des saumons donc sauvages, et à partir de là, donc, vous évoquez la nature sauvage. Là aussi, on est sur un débat de fond. Quand on dit sauvage, c'est en dehors de l'homme, c'est en dehors de la cité. Or, en fait, attention à ce terme-là, nous avons toujours coévolué. Et évidemment, ça a été rappelé tout à l'heure, l'homme, en fait, se comporte comme une espèce invasive. Vous savez quel est le problème d'une espèce invasive? C'est une espèce qui a été introduite dans un écosystème dans lequel, évidemment, il n'y a pas eu coévolution avec tous les organismes, quelle que soit leur taille. Alors, ou elle ne pénètre pas,
ou elles détruisent en partie l'écosystème. Et l'espèce humaine est une espèce invasive, c'est-à-dire grâce à ses cultures et ses techniques, elle a pu s'installer dans tous les écosystèmes, et même les prédateurs et même les proies, Darwin se posait déjà la question, n'ont jamais eu le temps de s'adapter à ce comportement tout à fait nouveau, je n'allais pas dire innovant, mais en tout cas qui est nouveau, et qui évidemment a été complètement en rupture. C'est cette deuxième coévolution, donc du rapport des hommes aux techniques, à leurs outils, et donc à la société, à l'environnement, qui a été donc quelque chose d'extrêmement brutal et qui était accentué donc par la révolution industrielle. Et terminer là-dessus, la révolution industrielle, ça a été globalement un progrès, mais l'évolution est toujours un compromis, donc il y a beaucoup de dégâts. Et il faut sortir du système linéaire. Donc cette économie linéaire qui consiste à concevoir, produire, consommer et jeter, c'est ce modèle-là, effectivement. Vous avez parlé donc de système, de cycle économique, ce qu'on appelle le biomimétisme. Aujourd'hui, la nature est une source d'inspiration considérable, desquelles nous devons tirer des leçons absolument importantes. Et en finissant sur une chose, il n'y a pas de loi dans la nature, il n'y a que des mécanismes. Et c'est nous, les humains, qui sommes capables de mettre en place des droits, comme vous l'avez très bien évoqué. Merci beaucoup Pascal. Il nous reste 5 minutes, donc peut-être le temps de prendre 3 autres questions si elles sont vraiment rapides. Donc je vous demanderai s'il vous plaît d'être très concis. Juste avant, il y avait une question concernant comment on représente la nature. Hein. Je crois que ça a été posé. Voilà, très rapidement. Juste avant d'y répondre, pour ce qui est de la RSE, effectivement, il faut voir. Indépendamment du programme RSE de l'entreprise, il faut voir si l'espèce en question, de quelle façon on peut la pêcher et la commercialiser. Donc ça, c'est une question purement juridique et là, effectivement, il faut creuser. Sur l'aspect RSE, engagement RSE, aujourd'hui, les entreprises peuvent mettre à peu près ce qu'elles veulent. Elles sont tenues pour certaines de formuler des rapports RSE avec des engagements sur parfois le carbone, mais sur cette question bien spécifique, je pense que vous l'avez rappelé, une politique de réseaux sociaux et une campagne de name and shame, ça marche bien et il y a plein d'entreprises qui ont plié sur certains engagements qu'elles avaient pris et sont revenues dessus parce que justement la pression des réseaux sociaux a fait la différence. Je voulais d'un mot juste revenir sur un truc hyper important. Vous avez évoqué la question de l'artificialisation des sols par rapport justement à cette séparation de l'homme et de la nature. Aujourd'hui, 75% des Français sont urbains. Donc ça, c'est une première séparation et distanciation physique du monde vivant. L'autre chose, pour moi, il y a une question fondamentale, c'est la question de la pixelisation des consciences. Aujourd'hui, vous le savez peut-être pas, mais en Angleterre, les enfants connaissent mieux les noms des personnages des Pokémon que le nom des animaux et des plantes de leur pays. Donc quand on dit ça, effectivement, on voit qu'on a une génération qui est parfaite et prête à consommer et à entretenir ce modèle-là. Donc cette pixelisation et ce rapport constant à l'écran, etc., c'est aussi un vrai enjeu, outre l'artificialisation des sols et l'urbanisation croissante. Donc on a ce besoin de se rapprocher de la nature, de s'y plonger régulièrement et d'aller s'en émerveiller. D'un mot rapide concernant la représentation effectivement de la nature, donc on l'a évoqué, il y a plusieurs mécanismes. Il y a un mécanisme de droit large où les citoyens peuvent aller saisir les tribunaux au nom des droits qui sont reconnus à la nature. L'autre mécanisme, c'est le mécanisme de tutelle. Donc c'est le cas notamment pour la rivière Wangani en Nouvelle-Zélande. C'est également le cas en Inde avec des gardiens qui ont été nommés et ces gardiens officiellement représentent la face de la nature. C'est ce qui est écrit dans les textes. Donc ces gardiens-là, ce sont des représentants, pour certains des représentants de l'État, d'autres des représentants à la fois de l'État et de tribus autochtones, et ensemble, ils sont les gardiens. Et lorsqu'il y a une atteinte, une violation d'un des droits de la nature qui a été reconnu, eh bien ces gardiens vont aller saisir les tribunaux, ils sont tenus de le faire pour aller faire réparer les dommages. Donc c'est par ce mécanisme de la tutelle. On a des systèmes parfois un peu différents, je pense à la Colombie, qui a reconnu récemment l'Amazonie colombienne comme sujet de droit, donc la forêt, le fleuve, toute la partie colombienne de l'Amazonie, où effectivement, là c'est un mécanisme aussi de droit large, où les citoyens vont pouvoir aller saisir les tribunaux, mais dans sa décision, la Cour suprême a enjoint l'État colombien à mettre en place un plan pour stopper la déforestation. Donc on a à la fois une protection par le biais des citoyens, et en même temps il y a un package, j'allais dire, un plan qui doit être ordonné. On peut avoir des choses plutôt hybrides à ce niveau-là aussi.
Merci Nicolas. Et juste rapidement, une autre chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais une arme qui est très efficace, à laquelle moi je crois beaucoup, qui est aussi vieille que la désobéissance civile, qui s'appelle le boycott. Donc vis-à-vis de Carrefour, c'est pas compliqué, vous boycottez monsieur. Et je vous invite tous dans cette salle à arrêter d'aller dans les grandes surfaces, à s'inscrire dans une AMAP, à le dire autour de vous, à cultiver votre jardin. Et si on se met tous à boycotter les grandes surfaces, ça sera fini du mitage territorial, ça sera fini de l'ultra-consommation et ça sera fini de ce modèle absolument insupportable. Donc le boycott, ne mésestimez pas l'arme du boycott comme outil de désobéissance civile et comme outil politique. C'est avec le boycott que Gandhi a libéré l'Inde du joug anglais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vous invite à boycotter Carrefour. Donc, je suis désolé, on ne va pas avoir le temps en fait pour d'autres questions, donc on va devoir clore le débat maintenant. Merci à toutes et à tous. Je vais vous demander d'applaudir une dernière fois tous nos intervenants. Je remercie une nouvelle fois Jean-Marc et toute l'équipe de Climax pour l'organisation de ce débat. Merci beaucoup. Merci à tous.